Alors, on va commencer. Alors, merci à ceux qui ont joué le jeu, qui ont rempli. Donc, on a liberté, s'ennuyer, jouer, loisir, surveillance. Le moment où les enfants font une pause, un moment de détente ou d'activité partagée, créer du bien. Moment de détente, tranquillité, surveillance active. Très bien. Très intéressant, très diversifié et à la fois ça montre qu'on n'est pas trop dans l'erreur par rapport au programme qu'on vous a concocté, on est là-dessus. Voilà. Alors, on va commencer. Bienvenue à ce troisième webinaire PEDT, organisé avec le groupe d'appui départemental 06, dont sont présents avec nous aujourd'hui Vanessa Antourelle-Siegel, chargée de mission politique éducative territoriale pour la DSDEN 06, Arnaud Forêt, référent politique éducative territoriale au SDJES 06, Barbara Bignon, conseillère technique enfance-jeunesse, service développement territorial à la CAF 06, et Manon Birlet, animatrice départementale des Francas, et moi-même pour l'animation de ce temps. Au programme aujourd'hui, alors les temps libres, d'abord un point sur de quoi parle-t-on. Ensuite, nous allons évoquer les 3 pièges à éviter. Nous allons avoir un témoignage de terrain avec Jenny Campariol du collectif ESA, qui va nous parler de son expérience. Nous allons parler ensuite de l'observation active avec le PRH 06, représenté par Stéphanie Lucas. Manon Birlet des Francas va vous parler de notre projet de malle pédagogique pour les temps périscolaires. Et enfin, nous parlerons de l'articulation de ces temps libres dans le PEDT. Hop là. Je vous rappelle le fonctionnement des webinaires. Je vous remercie d'éteindre vos micros. Le webinaire est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas apparaître en vidéo, vous pouvez éteindre vos caméras. Si vous avez des questions, attendez les temps d'échange qui sont prévus tout au long du webinaire. Et sinon, vous pouvez les marquer dans le chat si vous avez des réactions. Même si vous avez des outils, des liens à nous proposer, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Alors, les objectifs de ce webinaire sont partager une culture commune des temps libres dans la journée de l'enfant, outiller les acteurs pour transformer les temps libres en véritables leviers éducatifs, renforcer la posture d'observation et l'inscription des temps libres dans les projets éducatifs territoriaux. De quoi parle-t-on? Dans la journée de l'enfant, il y a une pluralité de temps. L'enfant traverse chaque jour différents temps aux statuts variés. On a des temps scolaires, des temps familiaux, des temps périscolaires. On a des temps dirigés, des temps encadrés, des temps avec des contraintes, comme les temps d'accueil du matin ou les temps de la pause méridienne. Des temps plus souples, des temps informels et des temps libres. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les temps libres s'inscrivent dans un cadre, mais offrent une marge de choix réelle à l'enfant. Temps libre, temps d'observation, temps d'autonomie. Il y a différents mots pour les intituler. Et c'est des temps durant lesquels l'enfant dispose d'une liberté de faire ou de ne pas faire. Nous, ce qu'on veut mettre en avant sur les temps libres, c'est vraiment que c'est un temps où il doit y avoir des choix d'activité, des choix du rythme de l'activité également, et enfin, le choix d'être seul ou avec d'autres. Que ce temps libre puisse être un temps collectif ou un temps individuel. Cependant, ce temps libre doit quand même exister dans un cadre organisé. Le temps libre ne signifie pas l'absence d'adultes, mais l'absence d'obligation de faire. Un temps libre doit être encadré, sécurisé, pensé éducativement. C'est vraiment l'idée qu'on souhaite transmettre tout au long de ce webinaire, c'est que c'est un temps qui est encadré et c'est un temps d'animation propre. Barbara, je passe la parole. Merci Valérian. Donc, bonjour à tous. Voilà, donc comme l'a dit Valérian, on est sur la thématique des temps libres. Pourquoi ces temps libres sont essentiels? Donc, on l'a dit en introduction, les enfants et les adolescents ont des journées qui sont très longues. C'est aussi une notion qui a été abordée, je fais un petit pas de côté, autour de la conférence citoyenne sur les temps de l'enfant. C'est quand même quelque chose qui a été pointé du doigt sur la longueur de la durée de ces journées.
Donc, les temps libres, il y a vraiment des enjeux éducatifs majeurs, donc respect du rythme de l'enfant, donc ça, il l'a dit en introduction, hein, mais de pouvoir prendre en compte le rythme chronobiologique de l'enfant et de l'adolescent. Droit à des temps de pause mentale, hein, parce qu'on sait que c'est quand même, notamment à partir de l'école primaire, voilà, il y a quand même une grande attention qui est demandée sur des temps d'apprentissage. Les temps libres sont aussi des espaces d'initiative et d'expérimentation pour l'enfant ou pour le jeune adolescent. Et également, ces temps libres permettent un apprentissage informel par le jeu et l'expérience. Donc, les temps libres sont vraiment complémentaires aux apprentissages formels qui se déroulent notamment sur le temps scolaire. Donc, un petit accent sur un enjeu éducatif, le développement de l'autonomie. Donc, le développement, c'est un enjeu fort aussi pour nous, côté branche famille, mais là, on en parle plus largement, et notamment, on est dans le cadre des projets éducatifs territoriaux. Donc, le développement de l'autonomie, ces temps libres favorise donc la prise d'initiative, on l'a dit, la capacité pour l'enfant à faire des choix, vers quoi il veut se diriger, une expérimentation sans consigne imposée et une responsabilisation progressive. Donc, l'autonomie se construit donc dans la liberté accompagnée, pas dans la surorganisation. Créativité et socialisation. Dans ces temps, on met aussi l'accent sur la créativité. On invente des jeux, on transforme l'espace, on crée ses propres règles. C'est vraiment aussi le lieu typique de la mise en place du jeu libre avec les enfants. La sociabilisation aussi. On négocie, on coopère, on gère les conflits. On apprend à être avec ou sans les autres. Sur la socialisation, et on le verra tout au long du webinaire, sur la place de l'animateur dans l'intervention. Est-ce qu'on intervient tout le temps? Est-ce qu'on laisse aussi les choses se passer des fois et on observe? Le jeu libre est un laboratoire social. Et ce temps-là est vraiment intéressant pour ça. Comment dire, on travaille sur nos compétences psychosociales également. Pardon. Donc, si nous avons souhaité aborder cette thématique des temps libres dans le cadre en particulier du périscolaire, c'est parce que c'est aussi une observation issue du terrain de nos visites quand on voit les accueils de loisirs, les projets pédagogiques, et on se rend compte que ces temps libres finalement se situent dans des interstices du fonctionnement d'un accueil de loisirs régulièrement et qui manquent, qui sont pas suffisamment construit, élaboré, anticipé dans le fonctionnement même de l'accueil de loisirs. Là, on vous a présenté une petite frise, alors un petit peu, elle est sommaire, hein, elle n'a pas vocation à être complète. Mais qui présente un petit peu les principaux moments où on retrouve des temps libres. Alors en particulier dans le cadre de l'accueil périscolaire, hein, où le matin on a un accueil échelonné des enfants qui arrivent au fil de l'eau et qui créent des difficultés à assurer une menée d'activité en toute sérénité avec un groupe constitué. Donc sur ces temps-là, on a des activités qui sont dirigées aussi, mais qui se font un peu sur des petits groupes. Mais on a aussi des temps libres qui sont quand même assez importants, où il y a des enjeux que nous, on a un peu formalisés dans cette frise, mais qui sont évidemment bien plus nombreux que ça. Mais on est avant tout sur la question du rythme de chaque enfant qui arrive un peu avec la tête dans le sac, qui a besoin de se réveiller tout doucement, où on peut aussi travailler sur les émotions de comment il se sent, comment il va travailler sa journée. L'enjeu, véritablement, c'est de pouvoir les construire, les préparer, ces différents temps libres, et pas simplement les indiquer dans un projet pédagogique comme nous sommes en temps libre et libre à chacun de les travailler à sa manière. Ici, encore une fois, on les a brièvement
avec les contraintes qui sont propres à chaque temps, la pause méridienne qui concentre de nombreuses contraintes entre la gestion du repas, la gestion des flux d'enfants qui rentrent, qui sortent, les services, le grand nombre d'enfants aussi, qui fait qu'on doit gérer les inscriptions de certains en activité et d'autres qu'on va laisser en autonomie. Mais qu'est-ce qu'on va proposer à ces enfants qui sont en autonomie sur ces temps-là? Quelles on va laisser pour d'eux? Et c'est là tout l'enjeu de construire un projet pédagogique qui intègre pleinement ces activités-là, ces temps-là, qui sont des temps éducatifs à part entière. Et aussi, on parle de l'accueil du soir, où là, on a les enfants qui partent aussi, encore une fois, au fil de l'eau. Souvent, le soir, eh bien, là, on a une énorme fatigue qui est là. En fait, qu'est-ce qu'on va laisser aux enfants pour qu'ils expriment leur liberté, parce qu'ils ont besoin de cette liberté, ils ont besoin de s'amuser. Mais, in fine, la question primordiale qui va se retrouver un peu en fil rouge de cette thématique du temps libre, c'est quel est le rôle de l'animateur dans l'organisation de ces temps libres? Comment il se positionne lui-même entre, d'une part, ceux qui vont mener des activités et ceux qui vont être plus en organisation, en préparation de ce temps libre. Donc, quels sont les jeux qu'ils vont pouvoir laisser à disposition des enfants? Quelle est la marge de manœuvre qu'il va leur donner et quelle est l'observation qu'il va faire de ces temps-là? Clairement. On va passer maintenant aux 3 pièges, selon nous, à éviter sur ces temps-là. Le premier piège, c'est la sursollicitation. On en a parlé plusieurs fois depuis tout à l'heure. Trop d'activités, pas assez de liberté. Ça correspond bien à ce que vous nous avez mis aussi dans le chat, avec des besoins de tranquillité, de temps de repos aussi. L'idée, c'est d'éviter un planning saturé d'activités proposées. Peu ou pas de temps sans consigne, ça c'est pareil. Éviter d'avoir trop de consignes, il y a des moments où on n'en a pas besoin. L'enfant toujours occupé, rarement acteur de ses choix. Voilà. Laisser la liberté, ça permet aussi de pouvoir avoir le temps de faire des choix. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce qu'on recherche tous dans nos objectifs au sein de nos projets éducatifs. Les conséquences de tout ça, ça peut être une fatigue cognitive, la perte d'initiative, le désengagement ou l'agitation. C'est aussi du coup sur ces temps-là, si le cadre est trop serré, s'il y a trop de propositions, que l'enfant, pour exister, du coup, ne voit d'autres solutions que l'agitation, que faire des choses qui ne correspondent pas au cadre qu'on a proposé, parce que sortir du cadre, c'est la seule façon pour lui d'avoir accès à ce temps de liberté, finalement. Un temps libre, du coup, n'est pas un temps à remplir. Dans votre organisation, il peut y avoir des temps libres qui sont, on le verra, accompagnés, qui ne sont pas des temps sans intention éducative, mais des temps sans forcément proposition ou sans obligation d'activité, en tout cas. Le piège numéro 2, c'est le temps mort subi. C'est pas parce qu'on est sur un temps libre qu'il devrait y avoir de propositions non plus, ou de repères, ou de cadres. Un espace peu lisible ou peu adapté, s'il n'y a pas de zone définie, de temps, de zone, je sais pas, lecture par exemple, de zone de livre, de zone de jeu libre, et ben du coup on a aussi des enfants qui s'ennuient, et quand on s'ennuie, du coup on arrive aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur de l'agitation ou sur un débordement. Un adulte en retrait sans intention éducative, c'est pas non plus la solution. Les conséquences du coup de l'ennui subi, c'est les conflits, c'est le sentiment d'abandon ou d'injustice. C'est là aussi, sur ces temps-là, où si on n'a pas de présence de l'adulte, et si on a de l'ennui, c'est là que la loi du plus fort apparaît aussi. Et on peut avoir des cas d'intimidation, des cas de tension, de violence aussi, que ce soit verbale ou physique, qui peuvent apparaître. L'enjeu n'est pas d'éviter l'ennui, mais de l'accompagner, de le rendre fécond. C'est de pouvoir, on a le droit de s'ennuyer, mais on peut aussi leur proposer des choses. Voilà. Maintenant, libre à eux de faire le choix d'y participer ou non. Le piège numéro 3, c'est la différence entre animer et diriger. Avec au milieu accompagner, ce vers quoi on aimerait tendre sur ces temps-là.
Encadrer, on est sur poser des règles, sécuriser, avoir un cadre collectif qui correspond vraiment à tout le groupe, alors qu'accompagner, on va être dans l'observation, dans l'écoute, dans l'accompagnement vers. On va amener les enfants vers quelque chose, vers une autonomie, vers la réalisation d'un objectif. Diriger, là, on est plutôt guidé dans une certaine direction. On oriente les choses et on vise des objectifs. On vise la réalisation d'objectifs. On a des activités dirigées qui sont nécessaires et dont on a besoin sur les temps d'animation. Là, vraiment, sur le temps libre, on n'aimerait pas tendre vers ça, mais plutôt, si on atteint des objectifs, tant mieux. Si on ne les atteint pas, est-ce que c'est grave sur ces temps-là si on ne les atteint pas? Est-ce que peut-être qu'on a des objectifs auxquels on n'a pas pensé, qu'on verra apparaître et on les verra se réaliser au cours de ce temps? La recommandation qu'on fait, c'est adapter sa posture en fonction de chaque situation et besoin de l'enfant. Accompagner, c'est être présent sans diriger. Est-ce que sur tout ça, vous avez des réactions, déjà, avant qu'on passe au témoignage de Jannick Montariol du collectif ESA? Est-ce qu'il y a des réactions sur ça? Vous pouvez les noter dans le chat, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez, par rapport à tout ce dont on a présenté depuis le début. Pas de réaction? Écoutez, il y aura d'autres temps pour réagir par la suite. Des compléments à ajouter? On a une main levée. Émilie Pajot de Vence. On n'a pas le micro. On n'entend pas. Il faut activer le micro. Alors, je peux l'activer moi peut-être à distance. Non, je ne peux pas l'activer. Ton micro est désactivé. Ah, ça y est, on m'entend? C'est bon, on t'entend. Ah, j'avais un peu de mal. Bonjour Valérien. Alors en fait, moi c'était juste une chose qu'on avait mis en place, mais bon, c'est pas nouveau, j'imagine que tout le monde connaît un peu, la Ludimal. Cette malle où on met dedans, on a fait beaucoup appel aux parents pour récupérer tous ces objets, mais c'est une malle où dedans on met tout un tas d'objets du quotidien, des poêles, des vieux téléphones avec les cadrans, des tabliers, des ustensiles de cuisine, des petites casseroles, des vieux claviers, voilà, tout un tas d'objets un peu rétro d'ailleurs du quotidien. Et on laisse à disposition, soit dans la cour, soit dans une salle. Et ça fonctionne assez bien. D'ailleurs, c'est un petit peu la bagarre parce que tout le monde a envie de piocher dans cette malle. Et c'est vrai que du coup, c'est pas un temps libre dirigé, mais voilà, c'est presque ça en fait. Il joue en totale autonomie avec tous ces objets. En plus, il y a certains objets, voilà, certains enfants, ils connaissent pas du tout. Donc c'est rigolo de les voir sortir un vieux Minitel et de dire tiens, qu'est-ce que c'est? Et ils s'inventent des histoires entre eux et de les observer à jouer et même à détourner ces objets voilà, du quotidien que nous, dont on connaît l'utilisation et qu'eux, ils en font complètement autre chose. C'est hyper sympa à observer et du coup, ça les canalise bien quoi, sur les temps libres. Voilà. Merci pour ce témoignage. Effectivement, alors dans le chat, apparemment, c'est aussi utilisé je ne sais pas où. Il me semble que c'est Saint-Laurent-du-Var. Saint-Laurent-du-Var. Mais effectivement, et ce qu'on a dit, ce dont on parlait tout à l'heure sur la créativité, les enfants se mettent en scène aussi, ils créent, ils inventent des histoires sur ces temps-là. Non, mais je trouve ça génial parce que justement, on va travailler sur l'imagination, la créativité. Enfin, voilà, le fait qu'on leur mette à disposition des objets qu'ils n'ont pas l'habitude de manipuler, ça crée cette capacité d'adaptation et d'inventivité qui est bien. Et c'est un peu là tout ce qu'on essaye de soutenir comme propos, c'est que on leur laisse à disposition le matériel, mais c'est aussi à nous de travailler sur qu'est-ce qu'on leur met à disposition qui va faciliter cette
cette prise en main en autonomie et après, c'est à nous de voir comment ils vont se comporter. Et puis peut-être que à partir de ce qu'ils vont observer, de comment ils vont se comporter par rapport à ces objets, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à proposer ensuite en activité dirigée, en les observant dans leur manière d'interagir. Donc, je trouve que c'est un bon exemple. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de demander la participation aux parents, de pouvoir compléter cette ludimage. Je trouve ça intéressant aussi pour favoriser, et aussi rendre les parents acteurs sur ces temps-là. Et je pense que ça peut leur permettre de se rendre compte qu'il y a vraiment des objectifs pédagogiques. Donc, je trouve ça super intéressant aussi de demander aux parents de pouvoir participer à la complétude de cette malle. Qu'en fait, pour compléter un peu notre propos, cette thématique, elle nous est apparue importante dans le sens où on voit vraiment qu'il y a des moments, en fait, dans les accueils de loisirs, parfois, on voit qu'il y a un manque enfin, que les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes dans un temps d'interstice qui n'est pas, où les animateurs sont pas présents. En fait, il y a un ennui qui est subi, comme le disait Valérian tout à l'heure, et tout l'enjeu, voilà, c'est véritablement de pouvoir mettre ces outils-là et les intégrer dans la réflexion, dans les différents moments du fonctionnement de l'accueil. D'autres interventions? Quelqu'un a d'autres questions? D'autres propositions de choses qui sont faites? Non, on va passer à la suite. Alors. Allô? Oui, Coco. Ah, il faut aller en mairie, au deuxième étage. On va couper le micro de Vance, parce qu'on entend la conversation. Hop, et on passe à la suite. On va laisser la parole à Jannick Montariol, chargée de mission pour le collectif ESA. Jannick, est-ce que tu as ton diaporama ou je le projette moi? Si tu peux le projeter, ça m'arrange parce que j'ai pas fait les modifs, j'ai pas coupé, j'ai pas eu le temps. Pas de souci. Merci beaucoup pour ta participation. Ben, merci à vous de m'avoir invité sur ce webinaire. Alors, tac. Il y a Franck qui Je sais pas du coup qui c'est qui l'a fait. Je cherche. Je vais peut-être me présenter du coup avant que tu mettes en place le diapo. Donc, je suis Jannick Montariol, chargée de mission au sein du collectif ESA. Avant de travailler pour le collectif ESA, j'ai travaillé 34 ans dans une collectivité territoriale où j'ai été directrice de différentes structures, enfance et jeunesse, pendant 30 ans. Ma dernière mission au sein de la collectivité était la direction d'une structure pour des 6-17 ans. C'était une structure où tous les enfants toutes les tranches d'âge étaient mélangées. Je n'avais pas de groupe 6-8, 8-10, voilà, tous les enfants étaient mélangés. Il y avait des activités types pour des tranches d'âge, par exemple rafting. Le groupe rafting, c'était la même tranche d'âge qui partait au rafting, où les enfants me demandaient des fois d'être ensemble par tranche d'âge et on mettait en place des activités pour qu'ils soient ensemble et voilà. Mais autrement, dans la structure, ils étaient tous mélangés. J'avais une structure un peu particulière. J'avais un open space de 180 mètres carrés où à l'intérieur, il y avait mon bureau ouvert et un baby-foot, une table de ping-pong, des tables, des chaises. Voilà, j'avais tout à la vue de tous, en fait, et l'accueil le matin des parents se faisait directement dans la salle.
Donc, c'était ouvert à la vue de tous les participants, mais aussi des parents ou des personnes qui venaient me voir. Voilà, je vous ai un peu dressé comment je travaillais. Donc, comme je l'ai écrit dans le petit visuel, donc pendant des années, j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai mis en place avec mes équipes des programmes d'activité où je me rassurais en me disant les activités sont au choix des enfants. Donc, bien entendu, toutes les activités proposées dans un planning bien construit, bien réfléchi. On avait des activités variées et les activités étaient au choix des enfants. Ce type de planning rassurait bien sûr l'équipe parce que l'équipe savait ce qu'ils allaient proposer, avec qui ils étaient, ce qu'ils faisaient le matin, l'après-midi, mais aussi aux familles parce qu'ils étaient contents. Ils avaient le programme d'activité des enfants et voilà, ils pouvaient prévoir la casquette si l'enfant il partait à la plage ou qui était en extérieur ou lui mettre des affaires, une tenue de sport si l'enfant avait sport ce jour-là. Voilà. Donc, ça rassurait tout le monde, mais on s'est aperçu que ça avait ses limites, car certains animateurs ne pouvaient pas mettre en place leur activité. C'est-à-dire que leur activité n'était pas forcément choisie ou par les enfants, donc les animateurs étaient frustrés par rapport à ça. Certains enfants ne se retrouvaient pas dans les options sélectionnées par le groupe. Donc, si la majorité des enfants avaient choisi du sport et que mon équipe je pouvais pas me permettre de couper mon équipe parce que j'avais trop d'enfants, les enfants qui n'aimaient pas le sport subissaient l'activité. Et on s'est aperçu aussi que les enfants, l'après-midi, après le repas, quand on reprenait les activités à 14h, 14h30, ils n'avaient plus envie. Pour certains, ils avaient envie, surtout les petits tout, de jouer avec leurs propres jeux et en fait, on les tirait, on essayait de les stimuler, mais il y avait un désengagement des enfants l'après-midi. Donc, on a réfléchi différemment et on s'est dit, donc tu peux passer à l'autre slide si tu veux. Donc, on a mis en place des temps libres l'après-midi. En fait, on a travaillé, on a réfléchi sur une nouvelle approche. Et en fait, on a abandonné les plannings traditionnels et on a mis en place des menus d'activités. Donc, pour le faire court, chaque mois, des menus étaient inscrits. Donc, il y avait le menu activité manuelle et scientifique, le menu activité sportive et jeux, il y avait le menu grand jeu. La consigne était que pour que l'activité se réalise, il fallait 8 enfants au minimum. Et pour certains, pour les grands jeux, il nous fallait 24 enfants. Les enfants avaient le choix. Donc, le matin, ça permettait des conciliabules, ça permettait des discussions, les enfants qui se mettaient devant le menu et qui disaient aujourd'hui, on va faire une balle assise, mais par contre, mercredi prochain, si tu veux, on fera ton activité. Donc, on a trouvé ça très, très intéressant parce qu'on s'est aperçu, et on le verra plus tard sur les slides, qu'il y avait réellement un engouement des enfants et vraiment un partage et voilà, des conciliabules qui se mettaient en place sur ces temps de menu pour que l'activité soit choisie. L'après-midi était dédié au temps libre. En fait, les enfants avaient la possibilité de mener leur propre activité. Pour ce faire, on avait mis en place, j'avais mis en place dans ma structure tout l'aménagement de la salle était réfléchi avec les enfants. Et sur chaque
petit meuble qu'on avait, j'avais mis en place des pictogrammes qui représentaient ce qu'il y avait dans le meuble. Donc, des pinceaux, de la peinture, des chiffons, des outils, voilà. Et les enfants pouvaient mener leur propre activité telle qu'ils l'entendaient. Donc, on pouvait avoir du bricolage, on pouvait avoir de la peinture, on pouvait avoir de la couture, on pouvait avoir, voilà. Tout était réfléchi avec eux. Alors, l'animateur était là pour accompagner l'enfant dans ses choix. Donc, si les enfants voulaient faire du bricolage, il y avait un animateur qui se détachait, qui allait avec les enfants sur le coin bricolage et qui les accompagnait tout au long de leur activité. Donc, les enfants faisaient ce qu'ils voulaient. Il n'y avait rien de dirigé. Des fois, on avait des petits, juste y couper. Toute l'après-midi, ils s'amusaient à couper des petits morceaux de bois ou voilà, c'était leur envie du moment. Il y en avait d'autres qui construisaient, il y en avait d'autres il y en avait qui faisaient rien entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils discutaient entre eux dans un coin qui était dédié à la discussion. Comme vous l'a dit Valérian et Arnaud tout à l'heure, en fait, ma salle, on l'avait décomposée en plein de petits coins. Il y avait le coin bricolage, le coin lecture, le coin couture, le coin activité manuelle et peinture, le coin jeux libres. Donc, dans les jeux libres, ils avaient à disposition des Lego, des Caplas, mais ils pouvaient aussi amener de chez eux. J'ai traversé la grande mode des toupies. Donc, j'avais les toupies des enfants, plus je sais plus comment ils appelaient ça, là, les rings à toupies, ils faisaient des combats de toupies, voilà. Tout était réfléchi et pensé avec eux. Et vraiment, l'animateur avait vraiment comme rôle de les accompagner et de gérer la sécurité. Voilà. Il y avait certains ateliers, comme l'atelier bricolage, où en amont, on leur faisait passer des permis. Donc, il y avait le permis marteau, le permis scie sauteuse, le permis. Et en fait, en amont, avec un animateur, ils apprenaient à se servir de l'outil pour leur permettre d'être autonomes sur l'atelier avec cet outil. Tant que l'enfant n'avait pas obtenu son permis, il ne pouvait pas accéder à l'outil. On faisait aussi, les enfants adoraient le quilling. Donc, c'est une activité avec du papier, c'est du pliage et tout ça. Il y a des outils qui sont extrêmement pointus. Et pareil, ils passaient leur permis quilling aussi. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça se passait. Après, sur chaque atelier, sur chaque espace, on avait réfléchi avec les enfants à une petite charte de comment on se comportait. Par exemple, sur l'atelier bricolage, ben, on courait pas. Dans l'atelier lecture, on jouait pas aux toupies. Voilà, chaque atelier, il y avait une petite charte qui donnait un petit peu comment on devait se comporter dans cet atelier. Les enfants qui choisissaient un atelier l'après-midi pouvaient, s'ils le voulaient, être 1 heure sur un atelier et l'heure d'après, changer d'atelier. Il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Et vous verrez plus tard que tout se passait bien, en fait. Donc voilà, tu peux changer, si tu veux, Valérian, de slide. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le rôle de l'animateur était essentiel. Ce type de fonctionnement ne peut pas se faire si votre équipe ne s'engage pas à fond là-dedans. Parce que, au début, je dois vous l'avouer,
les animateurs savaient pas trop faire parce qu'ils avaient l'habitude d'animer, donc d'être complètement acteurs de leur activité et, et de mener l'activité. Et là, ils étaient accompagnants et spectateurs. Donc, ça a été difficile au début de se positionner, de pas dire ah ben tiens non on met pas du rouge met pas du bleu sur le nez du clown, un nez de clown c'est rouge, voilà par exemple. Mais petit à petit, vraiment on a pu travailler et régler ces petits détails et avec le temps vraiment être dans une posture éducative et bienveillante, sécurisante pour l'enfant et non pas plutôt dirigeante. Voilà. L'autre slide, s'il te plaît. Alors, j'ai tout au long de ces ateliers, tout au long des années, comme tout le monde, on faisait des évaluations, alors formelles ou informelles, et avec les enfants, avec les parents et avec l'équipe. Donc là, j'ai pas mis les parents, mais je peux vous en parler aussi. Pour l'équipe, ça a demandé beaucoup plus d'investissement. Pourquoi? Parce que j'ai été une directrice un petit peu à cheval sur certains principes. Et en fait, les activités redondantes qu'on voyait les mercredis du style peinture, l'automne on peint les feuilles, au carnaval on fait des gommettes. Je leur demandais de ne pas les faire ou pas trop les faire. Et par contre, je leur demandais de créer des activités. Donc, pour ce faire, on a développé des compétences chez certains animateurs. Par exemple, j'avais un animateur qui a développé une compétence, c'était les jeux de plateau. Il les a transformés en jeux grandeur nature. Par exemple, le loup-garou, aimé par tous les enfants, est devenu le micarou. Et ça a été un jeu qui a été réfléchi avec toute l'équipe. On a fait le destin des clans. On a vraiment créé des jeux. On a mis en place aussi des jeux. On a mixé des jeux. D'ailleurs, j'ai animé ce type d'activité lors d'une JDA où j'ai expliqué aux animateurs présents qu'on pouvait mixer des jeux. Par exemple, un morpion et un jeu de course, c'est faisable. Donc voilà, on a réfléchi et les animateurs avaient vraiment pour mission de créer, de faire des recherches, parce que dans le même principe, souvent j'avais des animateurs qui arrivaient avec des idées Pinterest, qu'on sait tous, donc je jette pas la pierre à Pinterest, hein. Au contraire, ça nous aide bien dans notre métier. Sauf que quand on arrive devant un enfant et qu'on lui dit voilà ce qu'on va faire, ben, ça peut le mettre en position d'échec parce que l'enfant, il réussit pas complètement à faire l'activité. Le bonhomme, il n'est pas comme l'animateur l'a montré et du coup, ça peut frustrer certains enfants. Donc, on faisait avec les enfants de nouvelles recherches d'activités. Comme je vous l'ai dit, le positionnement des animateurs aussi, ça a été difficile à avoir une fluidité dans le positionnement et voilà, il a fallu quelque temps pour que les animateurs trouvent vraiment leur place. Je mettais en place aussi des fiches, donc c'était systématique, c'était des fiches d'activité où les animateurs, par exemple, moi, j'avais une idée d'activité, je l'écrivais sur une fiche et ça permettait à n'importe quel autre animateur de mener l'activité si moi, j'étais prise sur une autre activité. Si j'avais été choisie
dans le cadre du menu sur une autre activité, c'était un de mes collègues qui prenait ma fiche d'activité et qui menait l'activité. Et du coup, je faisais des formations en interne avec des activités expliquées d'un animateur au reste de l'équipe. L'équipe avait aussi un sentiment de liberté parce que les après-midi, c'était beaucoup plus agréable et beaucoup plus fluide dans le sens qu'un animateur qui n'avait pas forcément, je vais donner un exemple, un animateur un peu fébrile, un mercredi qui se sentait pas de faire du sport, le mercredi, si il y avait un groupe au bricolage ou en couture, il pouvait rester à l'intérieur et faire de la couture ou du bricolage avec les enfants sans être forcé à aller à l'activité sportive. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis désolée si je parle un peu vite, n'hésitez pas à me ralentir, mais je sais que mon temps est compté et je voudrais quand même bien vous expliquer. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le rassemblement du matin était complètement porteur de sens. Les enfants pouvaient négocier, choisir leur activité par petits groupes. Ça favorisait le conciliabule, comme je vous l'ai expliqué, l'enfant qui disait aujourd'hui on fait du sport et puis la semaine prochaine, je te promets, on fera l'activité manuelle ou on fera le bricolage. Voilà, ça a été vraiment très bénéfique par rapport à ça et du coup, c'était beaucoup plus fluide le matin. Et les enfants ne subissaient pas parce que, avec toutes ces années, le recul que j'ai eu, en fait, on leur donne le choix d'activité, mais le choix, en fait, il reste limité sur 4 ou 5 activités selon le nombre d'animateurs qu'on est. Là, le fait d'avoir des menus, ils pouvaient avoir 30 activités écrites. Et pour le coup, le choix était réel. Alors, des fois, il y avait trop de choix. Mais le choix était réel et ce qu'on faisait, c'est qu'une fois que l'activité était faite, on la barrait. C'est-à-dire que pendant tout le reste du temps, ils ne pouvaient plus choisir cette activité. Ce qui pouvait éviter le foot redondant tous les mercredis et tous les jours de vacances scolaires. Alors, ils pouvaient le faire en temps libre l'après-midi, mais ils ne pouvaient plus le faire en activité du matin. L'activité du matin était vraiment consacrée à la découverte de nouvelles activités. Je vous en parlerai plus tard, mais j'avais mis en place aussi une fois par mois des clubs. Et dans ces clubs, on faisait passer les permis et on leur faisait découvrir de nouvelles activités qu'ils pouvaient remettre en place lors de leur temps libre. Pour les enfants, il y a eu plus d'autonomie du coup et de ce sentiment de liberté. L'appartenance au groupe était plus prononcée parce que petits et grands se mélangeaient et il y avait un réel sentiment d'équipe. C'était pas les petits et les grands d'un côté. Il y avait vraiment cette appartenance au groupe. Il y avait du coup une dynamique renforcée. Il y avait beaucoup plus d'entraide, de solidarité, de concertation dans le groupe. Les journées étaient beaucoup plus agréables parce qu'on n'était pas confrontés, nous adultes, à j'ai pas envie, je suis fatiguée. Ça, on ne le ressentait, on ne le ressentait pas et les enfants ne le ressentaient pas non plus. Et la confiance était renforcée dans le sens que les enfants ils savaient qu'on était là pour eux, encore plus qu'habituellement. Voilà. Donc, la prochaine slide, s'il te plaît. Donc, comme je vous l'ai dit, l'équipe doit être associée au projet. Ça, c'est vraiment, vraiment indispensable. On s'est aperçu aussi que bien souvent, les enfants reproduisaient nos activités. Pendant les temps libres, il suffisait que le matin, on ait fait un relais. Je vous donne un exemple, un relais un peu fun.
ben, on était sûr que l'après-midi, il y avait un groupe qui voulait refaire le relais. Et dans le temps, on s'est aperçu que ben, des petites activités qu'on avait mis en place et que ben, des fois, on se dit à la fin de l'activité, ouais, ben, on se fait une petite évaluation personnelle et puis on dit, ben, on sait pas trop si les enfants ont aimé, pas aimé et tout. Et on s'est aperçu que bien souvent, les enfants reprennent nos activités et les remettent en place. Et comme l'après-midi, c'était eux les animateurs, quoi. Il y en avait un qui menait l'activité pour les autres, surtout dans les activités sportives. Euh, ben, ce qu'on leur avait amené à un moment donné dans l'accueil de loisirs, ben, ils le reproduisaient. Donc ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment topissime. Euh, voilà, ne pas oublier le cadre sécurisant et sécurisé. C'est pas évident non plus pour l'enfant au tout début de se dire ah ouais, je suis maître de mon activité et l'adulte il est juste là pour que tout se passe bien. C'est pas évident parce qu'ils n'ont pas l'habitude, les enfants, de pouvoir se mettre à la place de l'animateur et de mettre en place une activité, de la réfléchir et tout ça. Et du coup, l'animateur, il est là pour lui donner confiance et que l'enfant prenne confiance en lui. Et on s'est aperçu au fil des années que ben, des petits tout de 6 ans étaient force de proposition et menaient des activités pour les 15 ans qui venaient l'après-midi. Et c'était vraiment top de voir ça, quoi. La prochaine slide. Donc, j'ai essayé de retrouver un peu des photos pour vous faire voir ben, comment ça se passait. Alors qu'on soit en activité euh, à l'intérieur de l'accueil de loisirs ou qu'on soit en pique-nique, ces temps étaient mis en place. Donc, quand on était en forêt, ben, ces temps permettaient de faire des cabanes, de faire des activités avec ben, tout ce que les enfants trouvaient sur place. Sur la prochaine slide, je vous ai mis, on avait un atelier jardin, on avait ben, voilà, de la peinture. Bon, il faut pas avoir peur de se salir non plus et de salir la salle. Hein. C'est un des trucs à savoir aussi, c'est que les animateurs, ben après avec les enfants, il faut tout ranger, tout nettoyer et voilà. Juste une petite parenthèse avant de finir mon explication, c'est le rôle des parents. En fait, les parents ont pris possession des lieux. J'avais des parents qui, quand ils pouvaient, quand ils étaient libres, venaient avec les enfants, des parents bricoleurs, qui venaient participer au club bricolage et qui venaient amener leurs petits trucs. J'avais des mamies, dont ma maman, qui tricotaient. Et j'ai eu un club tricot et qui ont permis aux enfants d'apprendre à tricoter. Et du coup, ben, l'après-midi, j'avais en atelier libre du tricot. La même chose pour la couture, la même chose pour le jardinage. Voilà, c'était vraiment un bol d'air frais sur l'accueil de loisirs et avec le recul, je regrette pas du tout d'avoir mis en place ça avec mon équipe et si demain je reprends une direction, je le mettrai en place direct. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Chanique, pour ce témoignage. Avec plaisir. On a des plutôt positifs dans le chat qui ont beaucoup été intéressés par les permis notamment. Et on a une question de Émilie Pajot. Combien d'enfants tu avais sur ta structure? Alors, je montais à 150 enfants sur l'extra. Et sur les mercredis, je tournais à 70 enfants. Très bien. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Et on va passer du coup à la suite. Hop. Et ça sera
Hop. Et du coup, on va... Voilà. Excusez-moi. Oui, nous accueillons le pôle ressources handicap, l'association Happy End, qui est soutenue par la CAF et le SDJES, pour son rôle auprès des accueils de loisirs dans le cadre de l'accueil inclusif des enfants qui peuvent être porteurs de handicap. Donc vous êtes sans doute quelques-uns à déjà connaître cette équipe qui intervient et qui propose aussi des webinaires réguliers. Donc je ne sais pas si Stéphanie a pu est prête. Bonjour Stéphanie, bonjour l'équipe de Happy End. Mais voilà, on a souhaité aussi avoir l'intervention du pôle ressources handicap parce qu'il y a un sujet dans le cadre du handicap qui prend que en tout cas cette association met en avant et que je trouve très intéressant dans le cadre de cette thématique sur les temps libres. C'est la question de la posture aussi de l'équipe d'animation. Comme on vous l'a dit et on le répète, pour nous, le temps libre, c'est un temps qui doit être construit, qui doit être anticipé. Dans cette construction, il y a la question de que fait l'animateur? Eh bien, il a un rôle d'observation. Et cette observation, c'est le pôle ressources handicap qui pourra vous la présenter de la manière dont elle se construit et elle se structure. Donc, sans plus tarder, je cède la parole aux collègues de l'association. Merci. Merci Arnaud. Partager ton écran, Stéphanie? Non, j'ai prévu que ce soit avec ton diapo. Très bien. Oui. Du coup, vous m'entendez bien? Sans Oui, problème. oui. On est tout bon? Ok. Alors, j'ai pris des petites notes évidemment de ce qui s'est dit là jusqu'à présent. Alors pour démarrer, merci à Yannick, c'est incroyable, ça donne vraiment vraiment envie. Et Yannick, j'aurais l'idée ce serait merveilleux si tu pouvais restituer tout ça dans un livre. Enfin, voilà, vraiment là, je me dis c'est tellement une mine d'or. Tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as pensé, que dans la transmission et l'idée d'un livre, alors bon, effectivement, on n'est pas à l'heure des nouvelles technologies, mais justement l'objet livre qui pourrait être transmis de structure en structure pour donner à voir, pour inspirer. J'ai vu les commentaires des collègues hein, dans le chat, entre ceux qui disaient ça fait rêver, merci pour le partage. Voilà, comme quoi dans l'animation, il y a vraiment une expertise hein, et pas des moindres, parce qu'en plus, on est autant sur le savoir-faire que sur le savoir-être. Et du coup, Yannick, j'imaginerais, et je serais partante avec toi pour ce projet un livre illustré, à la fois avec des parties très claires et très précises, comme tu l'as fait sur la posture de l'animateur, l'encadrement, qui est essentiel, évidemment, et des illustrations, parce qu'il y a une créativité et un ensemble d'idées à mettre en place, et au-delà, hein, comment vous avez pensé les ateliers, les clubs, les permis, le menu, idée géniale du menu. Voilà, donc je tenais à souligner là cet important travail-là à travers ce témoignage, et partante pour un livre. Je te remercie et on peut y réfléchir. Ah oui, avec plaisir, avec plaisir. Alors Stéphanie, je me permets de t'interrompre 30 secondes, mais effectivement, ça rejoint un projet que j'ai, c'est que à la suite de tous ces webinaires, c'est d'arriver à une sorte de petit livret de bouquins de tout ce qu'on a présenté, de tout ce qu'on a entendu à droite et à gauche, et de pouvoir partager en fait tous ces éléments. Il y a le digipad avec les vidéos, les éléments qu'on donne, mais j'avoue que je réfléchis en même temps à garder une trace écrite qui représente tout ça. Mais ça, du coup, on pourra en reparler tous ensemble. Oui, Arnaud, surtout que moi aussi, je réfléchis à une BD qui soit la sensibilisation, en fait, pareil, hein, un petit objet, voilà, avec lequel les collègues repartiraient, BD, et il y a une fondation qui édite tout ça gratuitement. Donc voilà, oui, vraiment, on pourrait se poser sur cette question-là, avec plaisir. Alors,
pour en venir à notre sujet, donc là, effectivement, les temps libres et un petit focus sur la question de l'observation. En préambule, moi, ce qui m'est venu, c'est les temps libres. Libres pour qui? Libres pour les enfants, libres pour les animateurs. Donc, on a eu effectivement là un bon déroulé, pareil, très intéressant sur ce qu'on y met. Et ce qui m'est venu, c'est que finalement, ces temps libres, ce sont des temps pleins notamment pour les animateurs, parce que c'est un moment, comme Yannick l'a dit, hein, où vraiment on est sur une question de posture, d'être sur une posture au millimètre. Et c'est pas facile, mais comme toute chose, si c'est accompagné, évidemment que les animes seraient partants pour venir travailler autour de cette posture selon laquelle, Yannick disait, tu as dit, Yannick, on est là pour eux encore plus qu'habituellement. Et c'est pour ça que je fais temps libre, temps plein, parce qu'effectivement, dans ces temps-là où a priori l'animateur ne fait rien concrètement, c'est-à-dire qu'il n'est pas absorbé dans une activité avec son groupe à suivre le déroulé de sa fiche d'activité, et néanmoins, toi, tu as bien remarqué que la présence est encore plus forte. Pourquoi elle est plus forte selon moi? Parce que justement, c'est bien à ce moment-là qu'on a la disponibilité d'être dans cette fameuse posture d'observation. J'ai noté que selon les observations qui reviennent du terrain, souvent on peut remarquer que l'enfant subit l'ennui, et effectivement, c'est un biais, c'est pas du tout facile de s'ennuyer. Et dans le même temps, dans le développement de l'enfant, on sait que c'est à cet endroit-là que la créativité va pouvoir émerger. Oui, à condition que cet ennui soit accompagné et j'ai envie de dire soutenu par le regard de l'adulte. Et en fait, là encore, c'est comment l'adulte, par une présence authentique, par un regard précis, c'est ça qui va permettre à l'enfant, sous le regard de l'adulte, de pouvoir s'ennuyer et de pouvoir créer. Alors, tout ça, ça a été très bien dit hein, sur comment on guide. Hein. Moi, j'aime bien la notion de guidance. On ne dirige pas les enfants. On apprend à aller à l'encontre Yannick l'a bien exprimé aussi, diriger, hein, c'est-à-dire je t'indique comment il faut faire. Non, non, je te laisse faire. Par contre, je te guide de par mon regard. Alors, le regard, c'est-à-dire, et c'est là où nous, on rentre dans la question de l'observation. Donc, on va caricaturer un petit peu, hein, même si Yannick a bien montré que dans ses temps libres, effectivement, l'animateur n'est pas sans rien faire. Mais il y a une grande part où il observe, il guide. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va observer? Et c'est l'occasion dans le temps libre, justement, de pouvoir être très disponible à observer quoi? À observer justement le comportement de l'enfant. Le comportement de l'enfant qui, on se le rappelle, est un véritable langage hein, qui vient traduire, donc on peut passer à la slide suivante, Valérian, s'il te plaît, le comportement de l'enfant qui vient traduire un langage. Valérian, si tu peux, voilà, merci. Si tu peux rester là-dessus, si tu peux rester sur la vignette précédente, s'il te plaît, merci. Donc l'animateur à ce moment-là, donc on a le groupe d'enfants, ils sont plus ou moins nombreux, donc on a bien entendu, il y a des ateliers en libre choix d'accès, etc. OK. Et l'équipe est à ce moment-là, bien plus que sur les autres temps, hein, je pense au temps de la récréation ou le temps de cantine, à ce moment-là, on a vraiment tous les enfants sous notre regard avec tout leur comportement. Alors, ça, on n'a rien inventé, hein, c'est-à-dire que les animateurs savent déjà très très bien observer le collectif et dans ce collectif, l'individuel. Moi, c'est ce que j'appelle la compétence de l'animateur qui est en mesure de scanner dans sa salle. Il est capable de scanner et d'avoir effectivement une observation générale sur l'état du groupe, l'ambiance du groupe, l'agitation du groupe, etc.
Et dans cette observation générale, il est en mesure de scanner individuellement comment va chaque enfant, comment il se sent. C'est à la fois intuitif, c'est-à-dire que les animateurs ont au départ, parce qu'ils ont ce souci d'accompagner et de bien faire et que l'enfant soit bien, intuitivement, du coup, ils sont sur cette observation. Mais c'est une observation qui, si on s'y arrête, on la repère, on la nomme et on la pense, du coup, c'est là où on bascule vers de la compétence pro, c'est là où, du coup, on affine vraiment un savoir-faire qui est complètement au service de l'accueil et de l'accompagnement de l'enfant. Donc, on se rappelle que le comportement de l'enfant est un langage qui traduit ses besoins du moment, son état émotionnel, ses désirs, son confort et aussi le stade de son développement, là où il en est, s'il y a effectivement, donc là on repensera effectivement au PRH, s'il y a des choses qui nous questionnent, là où il en est de son développement. Alors tout ça, ça paraît beaucoup, mais en même temps, on est une machine incroyablement magique, une machine humaine incroyablement magique qui avons des milliers de capteurs, donc au niveau des yeux, des oreilles, du toucher, etc., qui font que tout ça, on n'a pas à se dire, bon, bah, allez, je me mets en... Non, non, ça se fait déjà naturellement. Simplement, si on en est conscient, l'observation sera d'autant plus fine. Mais l'idée, c'est pas de s'en rajouter et de se dire que, oh là là, j'ai déjà mon groupe d'enfants à gérer, et en plus, il faut que j'observe tout ça. Ça se fait, vous le faites déjà de toute façon. On peut passer à la slide suivante, Valérian, s'il te plaît. Donc, quelques exemples d'outils d'observation qui peuvent permettre de guider en fait cette observation le temps de la muscler. Alors là aussi, l'idée c'est pas de rajouter du papier, de la prise de notes, etc. Simplement pour les collègues qui auraient envie de travailler avec d'approfondir un peu plus cette compétence de l'observation et de la travailler en équipe. Il y a ce fameux guide de la démarche d'observation auprès du jeune enfant, mais qui colle complètement au secteur enfance-jeunesse, qui est une démarche quasiment scientifique de qu'est-ce que c'est qu'observer, comment on observe. Et donc, il y a plein d'idées dans ce guide sur les outils qu'on peut utiliser comme support d'observation, le rapport anecdotique, la liste à cocher, la fiche d'observation générale, la fiche d'observation à thème. Ce sont des idées pour pouvoir guider là ce qu'on va observer. On peut passer à la slide suivante. Valérian, je ne sais pas combien de temps j'ai, je crois que j'ai pas longtemps. Pardon. On t'entend pas? Encore 10 minutes, un peu plus de 10 minutes? Parfait, parfait. Alors, du coup, si on reste sur la question de l'observation, on va être... alors, c'est à la fois facile d'observer, parce qu'on le fait tous et toutes depuis toujours, depuis qu'on est né, et dans le même temps, il y a ce qu'on appelle des biais, forcément, et aujourd'hui, on parle beaucoup de biais cognitifs, les biais que notre cerveau va nous faire malgré nous, qui sont repérables. Là encore, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il se passe plein de choses, mais à partir du moment où on est averti, ben, du coup, on peut avoir une maîtrise, ou en tous les cas, on peut composer avec ces biais. Donc, un des biais, évidemment, qui concerne tout le monde, c'est le biais de la subjectivité. Donc, dans cette image, il y a des collègues qui verront une vieille femme, il y a des collègues qui verront une jeune femme, il y a des collègues qui verront les deux, et il y a des collègues qui verront ni l'une ni l'autre. Donc, je vous laisse apprécier cette image. Elle est très connue et il y en a plein d'autres, des images comme ça qui nous mettent sous le nez, sous les yeux, la dimension subjective de tout un chacun. À partir d'une même image, on ne voit pas tous et toutes la même chose.
Bon, on n'a pas le temps de faire un petit tour de table pour dire entendre ce que vous voyez, mais voilà, au travers de cette image, en tous les cas, il y a plusieurs dessins qui apparaissent. On peut passer, Valérian, s'il te plaît. Donc, comment dire, cette idée pour venir nous interpeller sur le fait que quand on observe quelque chose ou quelqu'un, on regarde forcément derrière nos propres lunettes, derrière nos propres filtres, derrière ce qu'on appelle notre propre cadre de référence, d'accord? Et là-dedans, ce que je vais voir, entendre, ressentir, penser, ne va pas forcément être la même chose que mon collègue, que celui qui est à côté de moi. Donc, une image qui est bien représentative avec le 6 et le 9, en fonction aussi de là où on se trouve, en fonction de l'angle de vue. On n'a pas, à partir d'une même réalité, on n'a pas la même vision. Donc, c'est très important, ça, de pouvoir effectivement en avoir conscience. Alors, ça va pas être des écarts énormes de perception sur une même réalité. On va être sur de l'écart énorme quand il y a un problème d'altération avec l'altérité. Et là, on est dans la pathologie. Mais ce n'est pas le cas de tout un chacun et du tout venant. Et nous, là, dans une même équipe, ben, on va bien voir qu'à partir d'un même enfant, dans les grandes lignes, on va être plutôt dac au dac, mais dans les détails, on ne va pas le voir de la même façon parce qu'il ne va pas résonner chez nous de la même façon. Un ambigramme, dit Francky, ça s'appelle. Merci Francky, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, ce dessin-là qui relie deux dessins dans la même image. Donc, on va pouvoir repérer la subjectivité. Tu peux passer, Valérian, s'il te plaît. Et voilà, donc ce que je vous disais, le fameux cadre de référence dans lequel, de ma fenêtre, ce qui va être agissant, ça va être mon éducation, mon vécu, mes expériences, mes valeurs, mes croyances, mon odorat, mon toucher, mon ouïe, ma vue, et tout encore, tous les systèmes sensoriels, comme je vous disais, les milliers de capteurs que j'ai, qui vont faire que je vais avoir une certaine vision une vision et une interprétation de cet enfant-là. J'aime bien cette petite phrase qui dit « Les croyances, ce sont les choses que l'on tient malgré l'évidence du contraire. » Et on est tous et toutes, c'est être sain d'esprit que d'avoir des croyances, que d'avoir des certitudes, que d'avoir comme ça des réflexes de pensée sur ce qu'on voit, ce qu'on vit, ça, c'est pas un problème. Par contre, ce qui va faire la différence d'un individu à un autre et ce qui va faire qu'on va passer de ma perception subjective à du jugement, ça va être ce que j'en fais, moi, de mes croyances et de ce que je tiens pour vrai, de ce que je tiens pour certain. Alors, bien sûr, ça demande un petit pas de côté par moment, mais c'est là la richesse du travail en équipe, hein. C'est de pouvoir mettre en commun, justement, que ce que j'ai vu, ce que je pense, mon collègue a une autre perception et une autre vision. Et personne n'a tort, personne n'a raison. Simplement, le fait de réussir à pouvoir mettre en partage ces visions-là, c'est ça qui va nous amener à pouvoir chercher l'accueil, l'accompagnement le plus adapté pour tel ou tel enfant. C'est bien la réunion de nos perceptions et de nos points de vue qui va nous amener à construire, à décider, à se dire, bah alors, ok, du coup, avec cet enfant-là, on va plutôt se positionner de telle ou telle façon, on va plutôt faire telle ou telle chose. On peut passer, Valérian, s'il te plaît. Donc, on l'a compris, on ne voit pas tous la même chose. Notre perception subjective peut nous amener à décrire un événement de deux façons différentes d'une personne à l'autre. C'est à la fois très naturel et ça se passe tout le temps, tous les jours. Et dans le même temps, si on s'y arrête un petit peu, donc là je repense à Jannick, hein, et à la fameuse question de l'accompagnement, y compris des encadrants, c'est que là, du coup,
peut-être un petit travail, pas très long, mais avant d'observer, avant d'apprendre à observer, on va déjà s'auto-observer en équipe, individuellement et en équipe, et on va mettre en partage. Et déjà, ça peut être le point de départ pour venir affiner cette fameuse posture de présence authentique et d'observation pendant les temps libres. On peut passer. Une petite précision qui me paraît essentielle, alors que possiblement vous connaissez déjà, mais ça me paraît toujours intéressant de se le rappeler, y compris à moi-même, parce que dans le langage courant, dans le langage qu'on utilise tous les jours, on est tout le temps et bien souvent sans s'en rendre compte, si on n'y est pas attentif, dans ces 3 registres. Le registre des faits, d'accord? Quand je parle, par moment, ma façon de parler va faire que je suis plutôt sur du factuel. C'est-à-dire, je suis exactement sur le constat précis d'un événement. Je vois, je traduis ce que j'ai vu ou entendu. Donc, le fait le plus facile pour rester sur du factuel, c'est commencer nos phrases par « j'ai vu, j'ai entendu ». Donc, j'ai vu, j'ai entendu que quand sa maman part, par exemple, il pleure. C'est du factuel, c'est pas discutable par mon collègue qui était là et qui a bien assisté au même fait. Mais il y a un autre registre dans lequel je peux me retrouver sans m'en rendre compte, c'est celui des opinions, ce que je pense. Et là, du coup, je vais être dans le jugement, l'interprétation personnelle. Donc, exemple, pour moi, et bien souvent, on va commencer comme ça, donc ça, c'est déjà un indicateur qui vient dire, oups, attention, je sors du factuel. Pour moi, le départ de sa mère est difficile. Ben là, mon collègue d'à côté va pouvoir me dire, ben, pour toi, oui, mais pour moi, non. Pardon, je pense pas. Je pense pas qu'il est difficile et je vais le formuler autrement. Donc là aussi, le fait que mon collègue d'à côté puisse venir discuter ce que je suis en train d'affirmer vient m'indiquer que, oups, peut-être je suis sur de la perception subjective. Et enfin, le dernier registre, et bien sûr ces 3 registres s'entrecroisent, hein, quand on parle dans une même phrase, on va passer d'un registre à l'autre, ce sont les sentiments, ce que je ressens. Et là, on est sur l'expression d'une émotion personnelle. Quand je le vois pleurer, ça me touche. Voilà. Donc ça aussi, et on travaille avec ces 3 registres-là. Alors c'est important qu'on soit aussi dans l'émotionnel, qu'on soit aussi dans l'opinion, mais, pour pouvoir incarner une posture la plus professionnelle qui soit, c'est mieux quand même quand on sait où est-ce qu'on se situe dans notre posture d'observation, puis dans notre posture de retransmission de cette observation. En tous les cas, moi, dans ma pratique et dans mon parcours pro, de pouvoir repérer ces choses-là m'ont permis effectivement, je crois, d'être un petit peu plus précise sur cette fameuse posture d'observation qui est vraiment la posture principale, mais ensuite dont va décliner, dont va découler d'autres postures, la posture de disponibilité, la posture de bienveillance. Yannick l'a bien nommé, hein, la posture qui sécurise, qui valorise, etc., etc. On peut passer, Valérian. Donc, évidemment, pour la transmission de ces observations, il y a des propositions. Il ne s'agit pas simplement de le repérer, mais du coup d'être attentif à comment je vais, avec mon langage, traduire ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Ben, comment dire, une pratique toute bête, hein, qui se muscle et que moi j'ai musclé au fur et à mesure à partir du moment où j'en ai pris conscience, c'est tout simple, c'est que je décris ce que j'ai observé, je ne qualifie pas. Alors c'est vrai que de qualifier, ça fait gagner du temps, ça fait faire des raccourcis, mais ça fait faire aussi des possibles erreurs. Donc du coup, l'idée c'est de prendre un tout petit peu plus de temps, mais là encore, hein, ça se muscle et ça s'entraîne, faire ce petit effort au lieu de qualifier l'enfant ou toute autre personne, on va faire l'effort de dire ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Donc on va entendre, hein, de façon
assez fréquentes. Il n'écoute pas les consignes, il est insupportable, il n'écoute rien, il n'est pas sociable, il est timide, il est introverti. Et aujourd'hui, il me semble que sur toutes ces plateformes où ça cause beaucoup, réseaux sociaux, télévision, radio, etc. Dans ce flot de paroles, il me semble qu'on a tendance à justement à qualifier rapidement, à pas prendre le temps. Euh, donc, là encore, moi, ma proposition et au travail et dans la vie en général, c'est calmons-nous déjà dans un premier temps et puis concrètement, voilà, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a entendu. Il reste occupé à jouer quand on doit aller manger. Voilà. Juste précédemment, Valérian, et je termine rapidement. Euh, voilà. Alors, vous voyez bien, hein, on le sent tous, hein, quand on est dans le registre de l'opinion et du sentiment, ben, c'est la porte ouverte vers l'interprétation et surtout, surtout vers le jugement et donc vers la stigmatisation et donc vers l'enfermement de quelqu'un dans un comportement et dans comment dire, des qualificatifs. On enferme la personne là-dedans. Alors, on sent bien là, hein, dans ce tableau, entre il n'écoute pas les consignes, qui est très jugeant et très enfermant. Ben non, c'est pas exactement ça. En fait, c'est il reste occupé à jouer quand on doit aller manger. Ce que ça veut dire, on n'en sait rien. Et peu importe. Là, c'est concrètement, et nous, du coup, on se retrouve en difficulté parce qu'effectivement, il reste occupé à jouer quand on doit aller manger. Donc, comment on va faire? Mais on n'est plus dans cette vision-là, par moment, qui glisse vers du négatif. Il est insupportable, il n'écoute rien, il a besoin de se déplacer tout le temps, il sollicite notre attention, il a besoin qu'un adulte soit à ses côtés pour le guider. Et vous voyez que quand on fait cet effort de description de ce qu'on a observé, ben, naturellement, du coup, vont découler des pistes d'accompagnement. Là, on voit bien dans la description que du coup, ressort le besoin de l'enfant d'avoir de l'adulte à côté de lui, d'avoir de l'attention, etc. Et plutôt que de perdre notre temps sur le juger et ne pas avoir envie, parce que c'est ça, hein, l'effet du jugement, c'est que du coup, on n'a pas forcément envie d'aller vers l'enfant, ben, là, on revient sur les besoins. Et c'est les besoins qui vont guider notre pratique et notre accueil. Voilà, je pense que vous aurez compris pour les exemples. On peut passer, du coup, Valérian. Et rapidement, on sera attentif. Et ça, pour moi, il n'y a que l'équipe qui peut nous remettre vraiment sur une observation précise, c'est-à-dire qu'on fera attention à ce qu'on appelle l'observation projective. C'est-à-dire que la personne qui observe attribue à l'observé des attitudes, des sentiments, des motivations, des idées qui lui sont propres. Et là encore, on est en plein dans la subjectivité. C'est une projection qui va entraîner une déformation importante des éléments observés. C'est quand, par exemple, on va prêter à l'enfant des choses qui nous concernent à nous. Alors, soit nous individuellement, soit nous en tant qu'adultes, on va projeter nos propres pensées, nos propres visions. Quand on va dire, par exemple, que ah ben, cet enfant-là, il réagit comme ça parce qu'il est jaloux, ou parce qu'il a envie de faire le grand, ou parce que là, on est complètement en train de projeter. On se rappelle avec notre propre cadre de référence, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent à partir des échos que cet enfant vient faire chez nous. C'est naturel, c'est humain, c'est pas un problème, mais à condition que ce soit mis sur la table et que ce soit déconstruit et remanié avec mon équipe qui va m'interpeller en me disant « Oups, attention Steph, là tu es en train de glisser » et c'est normal que je glisse, humainement parlant, parce que cet enfant-là, il m'est pas indifférent, mais par contre, la posture et le cadre pro, c'est de venir se resituer sur l'expertise qu'est l'observation et la compétence que cette pratique est. C'est une vraie compétence comme quelqu'un dans le BTP qui va avoir la compétence de savoir monter un mur. La compétence de l'observation, c'est la même chose. Voilà, je crois que j'ai terminé. Il semble que la dernière, voilà ce que je disais, croiser nos observations, les partager en équipe, hein, c'est vraiment le garde-fou exclusif, à mon sens, pour pouvoir être sur une observation précise et adaptée.
Et donc, pour boucler la boucle, observation qu'on peut travailler dans ces temps, dans ces temps libres, effectivement. Et je vous ai mis ce fameux guide qui est pour moi un livre de chevet pour pouvoir travailler cette question de l'observation. Merci à vous pour votre attention. Le PRH 06 avec les podcasts, les webinaires, comme Arnaud le disait, un lundi par mois et que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. J'en profite si j'ai 30 secondes pour dire que le prochain webinaire, lundi matin prochain, sera avec Esther Parado, qui fait avec ses propres animaux de la médiation animale. Donc, vous y êtes chaleureusement invités. Merci pour l'invitation, Valérian et Arnaud. Merci Merci, beaucoup, Stéphanie, pour ce témoignage et cette présentation très inspirante et très intéressante. Alors, on est un peu en retard sur le temps, donc on va pas avoir forcément de temps d'échange, mais n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Le document, je le mettrai sur le Digipad en PDF. Je crois qu'il existe le dossier dont tu parlais. Le guide de l'observation. Le guide de l'observation. Voilà. Et merci encore. On va laisser la parole à Manon Birlet pour nous présenter les malles pédagogiques qui sont en processus de finalisation. Je vais partager ton écran maintenant. Hop, rapidement. Pendant que Manon lance son diaporama. Donc l'idée de ces malles, c'est vraiment d'avoir des outils pour le périscolaire sur différentes thématiques dans le but de développer les compétences psychosociales sur différentes tranches d'âge. Et je laisse la parole à Manon. Bonjour à tous, donc moi je vais vous présenter ce projet de malle périscolaire autour des compétences psychosociales. Donc l'idée de... Depuis en bas. Donc pourquoi on a voulu travailler sur des malles périscolaires? Donc effectivement ça émanait d'une volonté d'aménager ces temps particuliers et permettre à l'enfant de développer son autonomie. On a également voulu travailler sur les compétences psychosociales pour renforcer l'auto-observation et la conscience de soi, développer la flexibilité mentale et comportementale et améliorer la qualité du lien à l'autre, donc dans une idée d'émancipation individuelle par le collectif. Donc les malles, pour le moment en construction, enfin en finalisation, il y a 3 malles différentes. Donc une malle émotion pour les 3-6 ans, une malle curiosité pour les 6-8 ans et enfin une malle coopération et vivre ensemble pour les 6-8 ans. Donc pour la malle émotion, on a défini 3 objectifs. Donc identifier et nommer ses émotions, apprendre à exprimer ses émotions et enfin développer l'empathie et l'écoute des autres. Pour la malle curiosité, nous avons développé l'esprit critique et la curiosité, renforcer la résolution de problèmes et la créativité, et enfin favoriser l'autonomie et la confiance en soi. Pour la malle coopération et vivre ensemble, nous avons favorisé l'intelligence émotionnelle et sociale, développé des compétences de communication et d'écoute active et d'observation, et enfin créer un climat de confiance mutuelle où l'enfant se sent valorisé en tant que membre d'une équipe. Donc voilà pour les objectifs. Maintenant, le contenu des malles. Donc dans chaque malle, on a à peu près 4 jeux sur la thématique, entre 4 et 5 livres, pareil sur la thématique, et un livret d'accompagnement. Donc c'est vrai que dans ces malles, ce qui change un peu, c'est le livret d'accompagnement et le fait que les jeux puissent être joués en autonomie par les enfants, malgré le fait que, comme on l'a répété tout le long du webinaire, il faut une présence active quand même de l'animateur pour pouvoir encadrer ce temps-là. Donc, comme je disais, la petite nouveauté, c'est le livret. Donc là, l'idée de ce livret, il y a plusieurs objectifs autour de ce livret. C'est de vraiment pouvoir apporter à l'animateur, au directeur, aux ATSEM, aux animateurs sportifs, des nouveaux contenus et de pouvoir effectivement l'utiliser tous ensemble autour d'une cohérence éducative. Donc, dans ce livret, on va d'abord retrouver la thématique et les objectifs. Donc, je vous ai mis des petites photos de ce qu'on peut retrouver dans le livret. Et ensuite, la tranche d'âge, les capacités et les besoins, et du coup, les compétences psychosociales, donc avec les capacités d'attention de l'enfant,
les besoins socio-affectifs, les capacités intellectuelles et toutes les compétences psychosociales par rapport à la tranche d'âge. Il y a également le rythme de l'enfant et la courbe d'intensité. Donc là, on a jugé que c'était important de pouvoir rappeler la courbe d'intensité, son utilité, et également en dessous du petit schéma de la courbe d'intensité, il y a du coup le petit tableau avec les émotions de l'enfant à partir des heures, Et en dessous du petit tableau, vous allez pouvoir retrouver la posture de l'animateur et les besoins de l'enfant vis-à-vis de la courbe d'intensité. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver des fichiers d'activité. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit, cette malle, l'idée, c'est qu'elle puisse, même si le but, c'est qu'elle soit utilisée en périscolaire, l'idée, c'est aussi qu'elle puisse vivre d'elle-même dans d'autres temps. Donc, on a aussi proposé des fichiers d'activité dans des temps, du coup, où les enfants seraient plus en autonomie, mais pour que les animateurs puissent aussi mener des ateliers sur ces thématiques-là. Vous allez ensuite trouver des fichiers d'aménagement des temps de vie quotidienne. Donc, vous allez avoir des méditations, vous allez avoir des techniques de retour au calme, et enfin des aménagements des temps de cantine avec des jeux par rapport à la tranche d'âge. Ensuite, vous allez avoir un exemple de projet d'animation vis-à-vis des jeux qu'on aura pu proposer dans nos fichiers et dans ceux qui sont présents dans la malle. Donc là, l'idée ici, c'était de pouvoir montrer un petit peu comment construire un projet d'animation. On a aussi rajouté la courbe d'intensité avec du coup entouré la période à laquelle peut se faire le jeu en fonction des besoins des enfants. Et enfin, vous allez pouvoir retrouver dans le livret du coup, le contenu de la malle avec une thématique, pas une thématique, avec l'explication pour chaque jeu, donc le concept du jeu, quelle manière, les objectifs autour de ce jeu, et pareil pour le livre. Et voilà, donc pour le lancement des malles, vous serez conviés à la réunion de lancement dans les prochaines semaines pour venir découvrir et tester les malles. Et également, si vous le souhaitez, participer à la construction d'une 4e malle pour les 3-6 ans autour de la thématique de la motricité et de la découverte des sens. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup Manon pour cette présentation en temps record. Arnaud, je te laisse la parole. Là, on va conclure un peu rapidement. L'objectif, c'est un peu de synthétiser tout ce qui a été dit. Et je remercie encore vraiment. Je remercie encore vraiment Yannick, Stéphanie et Manon pour tout ce qui a été présenté, même si à la fin c'était un peu au pas de charge. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment pour avoir enrichi ce temps de présentation sur les temps libres. Et encore une fois, le cœur du message qu'on essaie de faire passer aujourd'hui, c'est avant tout que ces temps doivent être structurés. Si je vous avais mis le graphique qui est en bas à droite, qui est une étude nationale des Francas sur l'Observatoire des centres de loisirs éducatifs et qui montre que les temps libres, ils sont 8% à la demande des enfants et ils sont avant tout sur des temps qui sont contraints. C'est-à-dire le matin, le midi et le soir, c'est-à-dire des temps qui n'ont pas d'activité, où c'est beaucoup plus difficile d'organiser des activités dirigées. Et tout l'enjeu, c'est que ces temps-là ne soient plus des contraintes, mais soient vécus aussi comme des temps, on l'a beaucoup entendu, des temps de développement de capacité, des temps de créativité. C'est des temps aussi où on partage la confiance qu'on a envers les équipes, envers les enfants, et où on a un vrai travail sur la posture. Donc, l'enjeu, quand on parle de structurer, c'est à la fois dans un projet éducatif, mais aussi un projet pédagogique, de se centrer sur les besoins de l'enfant. Donc, on a beaucoup parlé de la question de l'autonomie, de la responsabilisation. Et puis, c'est aussi de prendre en compte tout ce milieu dans lequel l'enfant évolue avec ces organisations très contraintes qui pèsent sur lui et aussi sur les équipes et d'arriver à faire, comme l'a fait Yannick dans le projet qu'elle nous a présenté, de dépasser la contrainte et d'arriver à la rendre créatrice pour les enfants. Est-ce que tu peux passer ?
Et quand on dit enjeu d'organisation, moi je me suis permis de résumer un peu à quelques manières de se poser des questions. Donc on l'a beaucoup dit sur le rôle et la posture de l'animateur, c'est avant tout dans la préparation, c'est dans le cadre de l'observation, c'est qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je veux observer, sur quoi je vais me pencher. Et ce qui a été présenté, le livret qui a été présenté par Stéphanie était centré sur le handicap, mais la démarche en elle-même dépasse bien au-delà du handicap et sur tous les enfants. Et c'est qu'est-ce que j'observe dans le sens les interactions collectives des enfants, la capacité d'expression, éventuellement les difficultés individuelles de chacun. Mais en tout cas, c'est de se poser cette question, qu'est-ce que je veux observer et qu'est-ce que je vais observer, même si on peut aussi se laisser surprendre dans ce qu'on va observer, toujours dans cette question de non-jugement. Et c'est aussi dans la question de la préparation, c'est quels outils je laisse à la libre disposition des enfants et comment je les mets à disposition. On pense beaucoup au coin lecture. L'enjeu, c'est que quand on fait un aménage un coin de lecture, c'est qu'il soit attrayant, qu'il soit chaleureux, que les enfants aient cette capacité à voir les bouquins. Est-ce qu'on va faire une présentation thématique en fonction d'une période, d'un projet pédagogique séquencé, en fonction d'une organisation particulière? C'est véritablement tous ces enjeux-là qui se retrouvent. Et c'est aussi, bah voilà, dans la régulation des événements, comme j'ai dit, c'est quel rôle je veux que les enfants aient dans tous ces temps libres. Et puis des enjeux de découverte et d'expérimentation. Comment s'assurer que tous les enfants aient un égal accès aux activités? On a parlé de la question de la logique de répétition des activités des enfants. Tout l'enjeu, c'est aussi qu'on puisse permettre à ceux qui ne pratiquent pas d'activité, on cite souvent l'exemple du foot dans la cour de récré, comment faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès au cœur de cette salle de cette cour de récréation, que ce soit pour du foot ou pour une toute autre activité. C'est du coup comment on va aménager cet espace pour le rendre accessible à tout le monde. Voilà. Et enfin, voilà, c'est tout l'enjeu, encore une fois, on se répète, mais c'est de favoriser un cadre sécurisant et épanouissant. Et je conclurai sur ce que tu as dit, Stéphanie, enfin ce que vous avez dit collectivement. Le temps libre est un temps plein. Donc, je trouve que c'est une belle formulation. Et vous voyez l'illustration du travail qui est en cours sur l'arbre de l'autonomie avec les collègues et le groupe qui est animé par mon collègue Franck et qui rejoint en très très grande partie cette question du temps libre et du rôle de l'enfant dans les accueils de loisirs. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci beaucoup Arnaud. Hop là, on va passer ça. Pour conclure, on vous rappelle que la prochaine rencontre en présentiel des coordinateurs et coordinatrices PEDT aura lieu le 5 mars 2026 à Pégoma sur la thématique de l'égalité filles-garçons. Voilà, vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits, il reste encore des places, donc n'hésitez pas. Merci encore à toutes les intervenantes, Yannick, Stéphanie et Manon. Et Stéphanie, non, c'est pas de ta faute, c'est moi au début du webinaire qui ai pris un peu trop de temps. Donc, c'est pas toi, Stéphanie. Merci pour votre participation. Un grand merci à chacun. Un grand merci. Et juste un petit clin d'œil à notre collègue qui est connecté, je crois, en visio, Franck Levieux, parce qu'il invite généralement toute la communauté autour de l'animation à participer le Festival international du jeu à Cannes, qui se déroule du 27 février au 1er mars, et qui peut être un temps qui vous permet aussi d'aller chercher des jeux de société un peu différents pour pouvoir alimenter ces temps libres. Voilà, un petit clin d'œil à Franck Levieux. Nous y serons, nous vous y attendrons. Merci à tous. Un grand merci, bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup.